Notre réplique des gabarres du 19e siècle. Alors, ensemble, on va parler de l'histoire de Bergerac, des gabarres, c'est complètement lié. On parlera de la Dordogne, des oiseaux, comme les martins pêcheurs, là, qui sont passés en vitesse. Moi, je vais être votre guide, je m'appelle Jonathan. Notre pilote, c'est Romaric. Effet spécial. Alors, si vous avez des questions pendant la promenade, n'hésitez pas, parce que je parle beaucoup, mais pas non plus de tout, enfin pas à fond, voilà. Et moi, je vais commencer par une question pour voir si tout le monde parle bien français. Is there some people who don't understand French? Non, tout le monde comprend. Mais parfait, plus simple. Alors déjà, je glisse un mot sur le martin pêcheur. Là, je ne sais pas si tout le monde a réussi à les voir. Martin pêcheur, c'est l'oiseau que vous avez sur vos tickets. 15 cm, c'est tout petit. C'est la taille d'une hirondelle, d'un moineau, hein, grosso modo. Ça vole à 50 km/h. Alors, contrairement à beaucoup d'autres oiseaux, ça vole pas dans tous les sens. Hein. C'est un avion à réaction, donc c'est tout droit, au ras de l'eau. 10, 20, 30 cm au-dessus. Et alors, les moyens de les repérer, c'est la couleur. Un bleu électrique sur le dos, un beau orange sur le ventre. Donc, s'il y a un éclair bleu qui passe sur l'eau, c'est un martin pêcheur. Alors, nous, on les reconnaît au bruit, donc si je les entends, hein, j'essaierai de les trouver pour vous les montrer. Mais bon, comme ils vont très vite, des fois, ils ont le temps de faire la moitié du cours d'eau avant de le choper. Donc. Symbole de la très bonne qualité de l'eau, hein, le martin pêcheur, c'est ça mange des tout petits poissons, notamment des alevins, des bébés. C'est les premiers qui disparaissent quand l'eau est trop polluée. Alors, on va reprendre par les bases. Déjà, voilà, j'ai parlé de gabarre. Qu'est-ce que c'est une gabarre, à votre avis? Un bateau à fond plat. Voilà, bonne réponse. Un bateau à fond plat. Vous ramerez pas au retour. C'est simplement un bateau à fond plat. Alors, qui servait à transporter les marchandises. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de tourisme. Hein. De temps en temps, il y avait des passagers dessus, même si c'était très rare. Donc, le fait qu'on soit plat, on n'est pas comme un voilier ou le Titanic. Hein. Nous, la coque est vraiment aplatie. Ça explique la stabilité que vous ressentez. Ça bouge pas. Hein. Donc, autrefois, ils pouvaient les remplir à fond. On commence à les utiliser au XIe siècle dans la région. Et on pouvait déjà à l'époque, sur une gabarre de notre taille, c'était pas exactement le même modèle au XIe, mais pour 12 mètres de long, et on pouvait mettre 10 tonnes de marchandises. Et avec 10 tonnes, comme on est tout plat, on va s'enfoncer seulement de 40 cm, pas plus. Et c'est ça qui est très important, un tout petit tirant d'eau. Parce que la rivière est naturelle, donc la profondeur change absolument partout. Alors nous, à Bergerac, ça va, on a beaucoup de marge. Comme il y a un barrage à 2,5 km en aval, on a 2,50 m, 3 mètres d'eau au milieu, selon les endroits. Mais sans le barrage, en été, au niveau du pont où on va passer, là, vous avez vu en partant, et on traversait à pied. Il y avait un passage à quai. Il y a aujourd'hui encore beaucoup d'endroits sur la Dordogne où, en été, on est à moins de 50 cm de profondeur moyenne. Dans les endroits les plus connus, à 1 heure en amont, la Roque Gajac. Il y a des gabarres aussi pour le tourisme. Hein. Mais là-bas, en ce moment, en dessous du village, juste après le village, on peut traverser la Dordogne à pied. Pareil, si vous remontez en direction de la Roque Gajac, vous trouverez la petite ville de Lalinde. C'est à 25 km. Et dès qu'on passe la Linde, on traverse la Dordogne sur un pont. Après, il y a toute une zone qui est aussi large qu'ici, mais où il n'y a que 15 cm d'eau en ce moment. Ça court très très vite. Ça, c'est pour dire que les gabarres arrêtaient la navigation en été. Même avec un petit tirant d'eau, il y a trop d'endroits où ça ne passait plus. Alors là, on vient de passer devant le sport nautique de Bergerac. On va faire notre demi-tour pour remonter derrière l'île. Alors, il est fermé, mais j'en parle quand même parce que c'est un très grand club d'aviron. L'un des plus titrés en France. Au nombre de titres, on est 3e quand même en France. Alors, il date de 1860. On a 140 et quelques titres nationaux, filles et garçons. On a des champions et championnes d'Europe. On a eu des champions du monde 2 fois. Et ils ont aidé à ramener des médailles de certains JO. Atlanta, Barcelone, Sydney notamment. Ici, on a un plan d'eau qui est parfait. Hein. Beaucoup de lignes droites. Et on est entre 2 barrages. Donc, le courant est assez limité. Bon, en hiver, quand il y a des grandes crues, il y a du courant, mais là, il s'arrête. Alors, l'an dernier, il y avait un rameur bergeracois, Théo Raillé, qui était à Paris pour les JO. On va dire qu'ils ont été gentlemen. L'an dernier, ils ont laissé les médailles à d'autres équipes pour changer. Et effectivement, comme disait monsieur, le ponton flottant qu'on voit devant, ils l'ont racheté justement au JO. L'ancien, vous allez voir, il est là, il y a plus de... Ils ont enlevé les planches et tout. Alors, on a quelques oiseaux, là, des canards, et les 2 plus gros à l'avant de l'île, là, qui barbotent. Est-ce que vous connaissez ça? Avec la tête noire, la petite tache blanche sous les yeux. Ce sont des oies bernaches, la bernache du Canada. Oies sauvages. Alors, on n'en a plus que 2 en ce moment. Normalement, dans le port, on en a une bonne vingtaine. Et en vrai, la colonie dans la région, là, on dépasse les 100, 150 individus. Mais au printemps, ils se séparent pour se reproduire.
Là, comme on est à la fin de l'été, bon, ils sont partis un peu plus loin, les autres, mais vont revenir. Et alors, l'île qui est à gauche, là, que l'on remonte, autrefois, ça servait de lieu de stockage. Tout le bois qui venait de la montagne, on l'entreposait ici. Ce bois servait ensuite à construire nos gabarres, mais aussi tous les tours. Il y en a qui essaient de revenir. L'an dernier, 2-3 fois, ils ont essayé. Ils ne tiennent pas plus de 2 heures. Ils se font chasser manu militari. Pourtant, le cygne, c'est plus gros. C'est pas très gentil non plus, mais bon. Et là, vous avez un petit héron cendré qui bouge pas sur sa branche. T'as vu, moi, je parle au micro, il s'en va pas. Ah, parce que mon pilote, quand il parle au micro, les hérons, ils s'en vont systématiquement. Alors, c'est pas gros, hein, un héron. Les plus gros font 1,5 kg, mais ça mange beaucoup. Plus de 500 grammes dans ces bonnes journées, donc plus du tiers de son poids. Poisson, grenouille. S'il trouve vraiment rien, il va aller chercher quelques campagnols dans les champs. Et on devrait voir plus loin sa cousine, l'aigrette, toute blanche. Vous voyez, les oiseaux tout blancs, c'est l'aigrette, la cousine du héron. Des échassiers, comme la cigogne pour le plus connu. Et alors je surveille parce que les martins pêcheurs aiment bien se poser sur les branches au bord, mais bon. Alors là, on va avoir une très belle vue sur le vieux Bergerac, sur bâbord, à gauche. Alors, il faut imaginer qu'on a eu un château fort qui occupait tout le port actuel, construit au XIe siècle. On a aussi eu des remparts qui longeaient la rivière. Alors, on a eu plusieurs lignes de remparts. Les premiers allaient juste avant l'église Saint-Jacques, la petite, avec son clocher en ardoise. Ça, c'est au Moyen-Âge, jusqu'au XIVe siècle à peu près. À l'époque, on va monter à 4-5 000 habitants dans Bergerac. Ensuite, ils vont être agrandis et ils iront jusqu'au XVIIe siècle au pied de la plus haute église sur la gauche, l'église Notre-Dame. À l'époque, on est à 9-10 000 habitants maximum. Aujourd'hui, si vous traversez, c'est toute la vieille partie de Bergerac. Alors, les églises, Notre-Dame, elle date du XIXe siècle. Son architecte, c'est Paul Abadie. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il y a une œuvre très connue de Paul Abadie, le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Ensuite, la petite église Saint-Jacques, donc avec son clocher en ardoise. Alors, elle est bien plus vieille, elle date du XIIe siècle. Pour les fondations, il y a eu tellement de guerres qu'elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois. Ce nom, Saint-Jacques, c'est qu'on est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, s'il y en a qui aiment marcher, il reste un peu plus de 1000 km d'ici. Il faut être motivé aussi, quand même. Et alors, on a un gros bâtiment où il y a marqué Quai Cyrano, IVBD. Vous pouvez le visiter. On a l'office de tourisme, c'est la partie moderne en bas. Vous avez à l'étage des parasols rouges la maison des vins, pour avoir toutes les infos sur les vins qu'on produit ici. Et même une petite dégustation gratuite. Petite, hein. On ne peut pas tester toutes les AOC non plus, faut pas rêver. Et sur la partie arrière qu'on ne voit pas d'ici, il y a un ancien cloître, le cloître des Récollets. Tout est dans le même bâtiment, tout est connecté, vous pouvez y aller, tout est gratuit. Alors, la plus haute bâtisse, toujours du même côté, avec son toit en ardoise et la petite tourelle, c'est la maison Péraret, qu'on appelle aussi l'hôtel des gouverneurs du roi de France. Louis XIII y aurait séjourné en 1600 et quelques. Alors, vous pouvez au moins aller voir l'extérieur, hein, elle a un peu plus de 400 ans, elle est magnifique. Et à l'intérieur, il y a le musée du tabac. On a produit du tabac à une période à Bergerac. Et alors, la petite rue qui fonce dans la Dordogne, là-bas, on a des gens qui passent devant, on l'appelle la rue de l'Ancien Pont. Si vous continuez de l'autre côté, on a un bout de mur, là, tout seul, perdu dans la végétation. Et ça, c'est la base d'un pont construit en 1209. C'est ce qu'on appelle la culée. On a même des trous carrés en bas. Ce sont des marques de boules, des poutres qui s'encastraient là, qui soutenaient le pont. Alors, ce pont était essentiel dans la vallée, parce que pendant plusieurs siècles, c'est le seul dans un rayon de plus de 50 km. Donc, pour traverser toute l'année la Dordogne, il fallait venir ici. Et pour la ville, c'était génial, parce qu'il fallait payer ce qu'on appelait l'octroi. Ça, c'était la taxe pour rentrer dans les villes autrefois. Alors, l'octroi existe toujours, mais on l'a renommé, on l'a déplacé. Maintenant, c'est un eurodateur, c'est le parking payant. On paye plus pour rentrer, on paye pour rester. On ne supprime pas une taxe en France, quand même, faut pas rêver. Donc, là-bas, on devait payer, on avait une chapelle au milieu et un pont-levis de l'autre côté. Ce pont a souffert des crues très nombreuses de la Dordogne, et en 1783, il a été totalement emporté, après une crue de 12,50 m. Alors, pour imaginer, si aujourd'hui la Dordogne monte de 12,50 m, elle arrivera tout en haut des Arches, sur le pont devant nous. Sachant que la crue record ici, c'est 16 mètres. Et le pont, il fait 16 mètres, pile poil, le parapet tout là-haut. Donc, 16 mètres, c'est au 15e siècle. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est 15e, 1400 et quelques. Non, non, non. Alors, ce pont-là, il fête ses 200 ans cette année, on va fêter le bicentenaire en septembre, il date de 1825. Il ressemble beaucoup au pont de Pierre à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Même époque, même architecte, donc c'est tout à fait normal. En plus petit, évidemment.
La Dordogne est moins large ici qu'à Bordeaux. Alors, je dis que les crues détruisaient l'ancien pont, elles détruisaient aussi tout ce qui passait. Toutes les parties basses de la ville en ont souffert. Le château, les remparts dont j'ai parlé aussi, en ont beaucoup souffert de ces crues. Aujourd'hui, on en a autant qu'autrefois, mais bien plus petites, parce qu'on a pas mal de barrages. Une dizaine sur la Dordogne, il y en a aussi sur les affluents. Ça aide à réguler. En clair, quand les barrages savent qu'il va pleuvoir beaucoup la semaine suivante, ou en hiver, quand la neige va fondre très rapidement, ils anticipent, ils ouvrent les vannes, ils libèrent de l'eau, comme ça ils peuvent garder un maximum. Aujourd'hui, les vraies grandes crues, on va être sur 6 ou 7 mètres. Donc on est très habitué à voir l'eau sur le port. 7 mètres est montré sur la route, là où vous avez acheté les tickets. Ça fait 50 ans que c'est pas monté sur la route. Juste en dessous, ouais. Mais voilà. Après, je précise, un barrage n'arrête pas une crue. S'il est plein, il doit laisser passer l'eau. Donc avec l'évolution du climat, si en hiver il pleut pendant 2 mois de suite tous les jours, beaucoup, bon, il y a un moment, ça peut revenir aussi grand. Mais bon. Alors le plus ancien, c'est celui qu'on a en dessous de Bergerac, 1848. À l'époque, c'est pas pour l'électricité, évidemment. C'est ce qu'on appelle des barrages à pierre perdue, juste pour faire monter le niveau de l'eau. Maintenant, il y a une écluse qui a été rajoutée. Enfin, une écluse, non. Il y avait une écluse. Ils ont rajouté une turbine. Du coup, le plus ancien pour l'électricité, c'est Tuilière, à 15 km en amont, 1903-1905, je crois. C'est pas navigable. Alors, c'est navigable, mais à cause des barrages, on n'est que sur des biefs fermés. À côté de Tuilière, il y a une échelle d'écluses, 6 écluses, qui mènent au canal de la Linde. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas été ouvertes depuis un siècle. Donc elles ne peuvent pas être ouvertes. Il faut tout changer. Alors, il y a eu des projets. Ils voulaient rouvrir tout le canal de la Linde, justement, qui fait il y a la Linde et Mozac, donc il y a presque 25 km quasiment de canal. 6 écluses au début, je crois qu'il y en a 4 en plus après dedans. Donc vraiment des petits dénivelés après. Ils avaient le projet de rouvrir pour le tourisme, sauf que ça coûte tellement cher. Le Covid est passé par là. Pour l'instant, il n'y a plus rien. Moi, je travaillais sur le Lot avant, où il y a des écluses qui ont été réhabilitées. Mais une porte, c'est 1 million d'euros. Il y a 4 portes. Voilà. Donc après, il faut qu'il y ait suffisamment de bateaux qui passent pour que ça finisse par être rentable. Mais c'est un peu pareil pour notre voie verte. On a une voie verte là qui longe la Dordogne. On va la voir un petit peu après. Là-bas, il y a une cale sèche, la remontée. Vous allez voir une route qui la longe. C'est l'ancien chemin de halage. À l'origine, ça devait être habilité de Libourne jusqu'à Souillac. C'est la limite du Lot, après Sarlat. Il y a 40 km actuellement. On l'a ici, nous, de Prigourieux jusqu'à Mozac, justement. Le reste, le Covid est passé par là, les sous ont disparu, on ne sait pas ce que ça donnera. Alors, je vous ai parlé d'un château, de remparts, d'un pont essentiel dans la région. Je ne vous ai pas parlé des Anglais. On a été ici anglais pendant un peu plus de 300 ans. C'est ce qui a développé la région, à partir du milieu du XIIe siècle. Mais est-ce que vous savez pourquoi l'Aquitaine a été anglaise? Il y a un mec qui est devenu roi d'Angleterre qui était ici. On n'est pas loin. Avec le mec, il y avait quelqu'un, une dame. C'est la dame qui nous intéresse, ouais. Aliénor d'Aquitaine. Ah mais bien vu, parce qu'en général, tout le monde nous parle de la guerre de 100 ans, qui est le moyen de les avoir chassés. En fait, c'est lié au destin d'Aliénor d'Aquitaine. Alors, elle a eu un destin hors norme. Il y a eu 2 femmes en France qui ont été 2 fois reines. Anne de Bretagne, 2 fois reine de France. Aliénor d'Aquitaine, elle a fait plus fort. Reine de France, puis reine d'Angleterre. Alors, en simple, parce que son histoire est très très longue, il nous faudra au moins 3 croisières. Aliénor est née en 1122-1124, on ne sait pas exactement. Quand elle a 15 ans, elle hérite de toute l'Aquitaine. Donc c'est la Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui, plus une partie de l'Auvergne. Une région immense, très riche. C'est la plus riche de la France actuelle. Du coup, tout le monde veut se marier avec. Et c'est le roi de France, Louis VII, qui va décrocher la palme. Ils se marient. Ils vont avoir 2 filles. Alors ça va pas du tout plaire à Louis VII. Ils s'entendent sur absolument rien à côté, trop différent. Alors, je dis comme ça que ça plaît pas à Louis VII. On sait aujourd'hui, grâce à la génétique, que quand il n'y a pas de garçon, c'est la faute de messieurs. Mais à l'époque, c'est elle qu'on accuse, évidemment. Du coup, ils vont faire annuler le mariage. En vrai, sachez que c'est Aliénor qui va aller voir le pape pour répudier son mari, le roi. Chose impensable au Moyen-Âge. Mais elle va obtenir gain de cause. Une féministe avant l'heure, vraiment un destin hors norme. Du coup, quand elle a 30 ans, elle se retrouve célibataire. Elle repart avec son Aquitaine sous le bras. Elle s'inscrit sur Mythique et elle rencontre un certain Henri de Plantagenet, le monsieur, qui va devenir roi d'Angleterre, Henri II. Mais entre-temps, ils se sont mariés, donc elle devient reine d'Angleterre.
Et lui, il a des graines super, il va lui faire 5 garçons et 3 filles. Alors, il y en a un qu'on connaît tous en général, on le connaît bien mieux que sa mère. Au pire, c'est un fromage, Richard, cœur de lion. Et ouais, c'était le fils préféré d'Aliénor. Alors, il y en a un deuxième, le plus jeune des 5 frères, Jean Santerre, le méchant dans Robin des Bois. Enfin, le méchant. C'est une histoire inventée après Robin des Bois, mais bon. Et alors, du coup, enfin, romancé. Du coup, les Anglais récupèrent l'Aquitaine. Vous pouvez imaginer Louis VII, hein, pour lui, en 2 ans, il a perdu sa femme, l'Aquitaine, et surtout, il les voit partir chez son pire ennemi, hein, le roi d'Angleterre. Donc, à la cour du roi de France, c'est pas la joie. Par contre, nous, on va profiter des Anglais énormément, parce qu'en arrivant dans la région, ils adorent les vins du sud-ouest, et ils les exportent partout en Europe. Ça va être le boom économique de toute la région. Et d'ailleurs, c'est à cause d'eux que nos bouteilles font 75 centilitres, et pas 1 litre. Et on est en France, on devrait avoir normalement 1 litre, notre unité de mesure. Ah, on vient de passer une petite aigrette, tiens, le petit oiseau blanc là, juste sur la branche. C'est elle, la cousine du héron dont je parlais tout à l'heure. On en verra sûrement plus haut, il y en a pas mal en ce moment, mais disséminés à droite à gauche. Et oui, alors nos quantités dans les bouteilles. Alors à la base, il n'y a pas de bouteilles, hein, c'est simplement des tonneaux. Quand les Anglais débarquent, mais on va adapter tout de suite les tonneaux à leur unité de mesure, qui est le gallon anglais. Alors j'arrondis, hein, j'enlève ce qu'il y a après la virgule, un gallon anglais, on va dire c'est 4 litres et demi. Mais les tonneaux de vin faisaient 225 litres, 50 gallons. Vous pouvez regarder aujourd'hui encore, dans la plupart des régions, ils sont entre 220 et 230 litres. On est resté très proche. Et plus tard, quand les bouteilles arrivent, eh bien, on prend un gallon anglais et on se dit, ben, pour une caisse, il faudrait 6 bouteilles. 4 litres et demi divisé par 6, ça vous donne 75 centilitres. On est toujours dessus aujourd'hui. Un tonneau de 225 litres, ça fait 300 bouteilles tout rond. Ah, ils en achetaient tellement que ben, ils en laissaient leur empreinte. Hein. Alors, ce qui permettra de faire partir les Anglais de la région, même si nous, on n'était pas forcément pour ni contre, hein, mais on gagnait beaucoup d'argent avec eux, ce sera la guerre de 100 ans, qui va durer 116 ans. Et Bergerac souffrira beaucoup, parce que comme on a le seul pont de la vallée, ben forcément, les deux armées nous veulent. Donc, on va changer continuellement. Hein. Français, anglais, on va même essayer de faire d'Île-France comme la Suisse, ce qui ne marche pas. L'histoire dit qu'en une journée, on va changer 6 fois de nationalité. Et à l'époque, la Dordogne, oui, est navigable. Depuis Argentan en Corrèze, jusqu'au bec d'Ambès. Le problème, c'est qu'avec la guerre, bon, on navigue selon les moments. Quoi. Alors, quand les Anglais partent, l'Aquitaine est complètement ruinée. Il va y avoir une deuxième période historique à Bergerac, c'est l'arrivée d'une nouvelle religion en Europe, le protestantisme, et qui va cartonner en Dordogne. Alors, Périgueux et Sarlat resteront catholiques. Périgueux parce qu'il y a les déchets, il y a l'évêque. Sarlat parce qu'il y a toujours eu beaucoup de monastères, des nonnes, il y en a partout en ville. En dehors de ça, tout le monde devient protestant, huguenot, comme on disait à l'époque. Bergerac est la capitale régionale du calvinisme. Donc là, on est au 15e, 16e siècle. On va énormément commercer avec tous les pays protestants, tout le nord de l'Europe. Donc on s'enrichit énormément. Au 16e siècle, on est tellement riche que les gens nous surnomment la petite Genève. On est calviniste comme Genève, puisque Calvin s'y est réfugié, et on est très riche, enfin on était très riche comme Genève. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter. Le jet d'eau, tel qu'il est pour rappeler en tout petit celui de Genève, même si ce n'était pas le but premier, mais bon. Ça se gâtera avec les guerres de religion hein, en France. Là, vous avez une autre aigrette sur la gauche, il y en a 2 autres un peu après. Hein. C'est comme le héron, mais en petit, toute blanche. Et chassier, hein, on a les grandes papates. Et alors oui, donc si on n'a plus de château, ben, c'est parce qu'on était du mauvais côté. Le royaume est resté catholique hein, constamment. Louis XIII voudra tout changer. En 1621, l'armée royale va assiéger Bergerac, va prendre la ville. Alors au début, il n'y a pas de répercussions. Oui, tout à l'heure, je vous parlais des crues. En fait, si on a été pris assez facilement, il a fallu une semaine hein, seulement pour que la ville tombe. C'est parce que quelques années avant, une crue avait abîmé les remparts, donc il y avait des trous partout. Ce qui va se passer, c'est que quelques années après, Louis XIII, Richelieu vont assiéger La Rochelle. Ce sera la dernière ville protestante à tomber par les armes. Là-bas, à La Rochelle, le siège va durer plus d'1 an. Il y avait 30 000 Français, 10 habitants, à détruire eux-mêmes le château et les remparts, pour laisser cette grande capitale sans aucune protection. Paris est loin, ils ne veulent pas revenir faire la guerre tout le temps, tout simplement. Donc, on a perdu notre château, on a perdu nos remparts, mais il n'y a pas eu de massacre, on ne va pas non plus trop se plaindre. Et alors c'est là que le commerce va vraiment exploser, parce que là on n'a plus du tout de guerre, donc à partir du XVIIe,
Jusqu'au 19e siècle, ça ne fait que monter. Ah, petit Martin pêcheur qui passe devant. Ah ben oui, il file devant et il repart à gauche. Il ne nous a pas montré son beau bleu en traversant. Il faut imaginer, au 19e siècle, on a plus de 4000 gabarres qui circulent sur la Dordogne. C'est une autoroute fluviale. Et tous les cours d'eau en France, quasiment, ont servi au transport de marchandises. Plus ils étaient grands, plus ça durait, plus il y en avait. Mais même sur les affluents, l'île, la Vézère, on en avait qui descendaient. Alors, à votre avis, comment elles avançaient, les gabarres? Parce que là, on a un beau moteur, ça va tout seul, mais on n'en a jamais eu, nous. Alors, par les chemins de halage, en tirant, ouais. Autre idée? Les hommes, les chevaux, la rame, la voile qui pouvait servir un petit peu. On va dire qu'il nous manque une idée principale. Quand on descend un cours d'eau, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le courant, eh oui. Première force motrice, le courant. Donc en descendant, on avait 4-5 marins à bord. En descendant, on utilise le courant et les marins avaient tous des grandes perches en bois. Donc si besoin, on pousse pour aider. On évite les obstacles aussi avec les perches, parce qu'il y avait du courant, donc on évitait de foncer dans la berge, dans les cailloux, les troncs d'arbres qui traversent et autres. Et alors au moment de remonter, on utilisait une technique très ancienne. Pour ceux qui connaissent Astérix et Cléopâtre, film ou BD, on voit dedans que les Égyptiens connaissaient déjà. Mais comme on n'avait pas Obélix, il fallait à peu près 25 personnes pour tirer une gabarre comme celle-ci. Donc le chemin de halage était sur votre gauche. Il n'y avait aucun arbre. Toute la portion qu'on voit ensemble pendant la croisière, il y avait 0 arbre. Alors, au début, pendant très longtemps, ce sont surtout les humains. Plus de 95% du temps, ce sont les êtres humains. Donc les hommes, quand ils ne sont pas disponibles, les femmes, les enfants pouvaient tirer. Très souvent des paysans et leurs familles. Oui, parce que le maximum de l'activité, il est en hiver. Et ils ont moins de travail dans les champs. Donc ils étaient contents de gagner quelques sous ici en venant avec leurs copains pour tirer. Notre gabarre, alors 25 personnes, ils allaient tirer 8-9 km maximum. Après, ils passaient le relais à une autre équipe, et ainsi de suite. Dans des zones avec beaucoup de courant, comme à Lalinde, ça pouvait être jusqu'à 100 personnes, et qui ne tiraient que 1 ou 2 km dans ce cas. On a l'aigrette et le héron, qui se tournent le dos, là, sur l'île, les deux échassiers. Petit héron cendré encore. Ça va être des jeunes de l'année, ça. Pas très gros, pas très grand. Alors le héron, en fait, il pêche à l'affût, donc il ne bouge pas. Et au bout des pattes, il a des glandes qui libèrent un produit, quand il est dans l'eau, qui attire les poissons. Il les approche, et puis il n'a plus qu'à piquer. Alors, plus qu'à. Il a les yeux sur le côté, donc il ne faut pas se rater quand même, évidemment. Oh, il en rate 1 sur 2, voire 2 sur 3, quand même. Mais bon, comme il y passe sa journée, ça finit par faire de belles quantités. Ceux qui ont un petit bassin dans leur jardin avec des poissons rouges, en général, ils n'aiment pas les hérons. Parce que quand un héron survole ça, il va s'arrêter, il va tout manger d'un coup, puis si on dormait, il va revenir, il va tout reprendre d'un coup. Oui, c'est l'apéro, en passant au-dessus en volant. Et oui, alors je vous disais, des humains qui tirent, mais arrivé au 19e, il y a tellement de bateaux, qu'il y a de plus en plus de monde qui vient au bord attendre. Il y en a qui se spécialisent, ils font que ça, ils attendent. Et comme c'est des humains, ils vont commencer à se chamailler, se battre. On a même des morts. Du coup, dans les années 1810, on va interdire le halage humain, et c'est là qu'on passe uniquement aux animaux. Les bœufs, les chevaux. Alors ça dépend des régions, nous c'est plutôt les bœufs. Il y a d'autres endroits, c'est plutôt les chevaux. Et alors on l'a tous en tête parce que ça a duré très longtemps. Dans les années 70, dans le nord et l'est de la France, on voit encore des péniches tirées par les chevaux. Les gabarres, c'est simplement l'ancêtre des péniches. Et donc on tient comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle, et là tout va s'écrouler quand un concurrent qu'on n'avait pas du tout prévu débarque, le train. Oh ben on l'a pas vu depuis des jours. Il y avait un cormoran là, l'oiseau noir sur sa branche morte, juste devant à droite. Alors lui c'est pareil, dans ses bons jours ça pêche 500 grammes de poisson, comme le héron. Alors les pêcheurs l'aiment encore moins, parce que souvent ils sont en groupe. Technique différente, Lui il plonge, il est fantastique, c'est le grand cormoran. Quand il plonge pour chercher du poisson, il peut rester plus d'1 minute en apnée et aller jusqu'à 16 mètres de profondeur. Bon, ils en ont pas mal parlé là, à la fin de l'hiver aux infos et autres, parce qu'on a réautorisé la chasse au cormoran dans certains endroits, alors que c'est une espèce protégée. Parce que bon, quand ils débarquent en groupe dans un lac ou dans une rivière, vous avez compris, ils tapent beaucoup de poissons. Mais en fait, ils remontent de plus en plus parce qu'il y a moins de poissons à l'océan, on en pêche trop. Normalement, ils sont beaucoup à l'océan.
Donc ils viennent chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus là-bas. Ouais, tout à fait. C'est une ancienne voie de chemin de fer devant. Le train qui nous a fait disparaître, mais il passait sur ce petit pont là-bas, le pont métallique que vous avez tout au fond. C'était la ligne Marmande-Bergerac-Angoulême. Celle-ci, elle ouvre en 1886. Et alors, est-ce que vous sauriez dire qui est l'inventeur du pont? Eh ouais, ce bon vieux Gustave Eiffel. Encore un pont Eiffel. Alors, il n'est jamais venu pour surveiller les travaux, mais à l'époque, les entreprises Eiffel ont utilisé un concept que Ikea a adoré et a repris. Ils vendaient beaucoup en kit. Ils fournissaient le matériel, les plans détaillés, et après, les communes, les lieux devaient employer des ingénieurs des ponts et chaussées pour bien déchiffrer tous les plans. Pour pas avoir les deux boulons qui restent à la fin aussi, qu'on ne sait pas où on les a oubliés. Les ouvriers qui construisaient sans qu'ils soient là. On en a quasiment une centaine en France, parce qu'en fait, c'est le progrès qui accompagne le progrès. Ils viennent avec le train, parce que ça se construit bien plus vite qu'un pont en pierre, tout bêtement. Et alors, en fait, il a duré à peu près 70 ans, ce train, là-bas. Dans les années 50, la ligne n'est pas assez rentable, du coup, il ferme. C'est devenu un pont routier, puis maintenant, il est fermé aux voitures. C'est pour les piétons et les cyclistes. Et oui, alors pourquoi le train, il remplace les gabarres? Parce que c'est un changement de monde. Nous, on date du Moyen-Âge, et on était resté dans notre jus, comme on dit. On n'avait pas beaucoup évolué. Le train, c'est l'arrivée de la rentabilité du capitalisme, tout simplement. Le train va un petit peu plus vite que nous. Au fur et à mesure, il va de plus en plus vite, mais au début, c'était pas très rapide. Mais surtout, le train circule tous les jours, toute l'année, ne coule pas, ne perd pas de marchandises. Les 5 personnes d'une gabarre sont suffisantes pour s'occuper de tout un train qui tire beaucoup plus que nous. Le train est bien plus ponctuel aussi. Alors ça, aujourd'hui, souvent, on en sourit, mais... Imaginez une gabarre de Souillac, donc c'était département du Lot, pour arriver jusqu'à Libourne, dans des très bonnes conditions, c'était fait en 3 jours. Mais des fois, ça prenait 6, 7, 8 jours. Le train, à 1 heure près, on était sûr de quand il arrivait. Donc c'est plein de choses comme ça qui font qu'en 20 ans, on est remplacé. 1900, on abandonne les gabarres. 1920, on les démantèle. On détruit tout, on réutilise le bois pour d'autres choses. Alors à l'époque, Bergerac, c'est pas la joie. On perd la moitié de notre économie, sachant que 40 ans avant, on a perdu l'autre moitié, la vigne, à cause du phylloxéra, un puceron qui détruit les vignes. Alors c'est à cette époque qu'on plante du tabac, mais ça compense pas tout à fait. Donc début 20e siècle, ici, c'est pas très... Voilà. Et alors la région va être sauvée, économiquement parlant, parce que va être construite, au début de la Première Guerre mondiale, une grande poudrerie. Alors on va pas la voir, mais elle est cachée juste là, par les arbres. Quand vous sortez de Bergerac en direction de Sarlat, il y a une ligne droite de plus de 2 km de long. Sur la droite, là, il y a un mur tout du long, c'est l'ancienne poudrerie. Et au bout, c'est la poudrerie actuelle, le Renko. Alors, elle ouvre en 1917. À l'époque, ils ont 12 000 employés. Selon les chiffres, en 1918, ils seraient montés à plus de 20 000 employés. Bergerac, c'est 15 000 habitants à l'époque. Donc, c'est énorme. Alors, elle ne fonctionne qu'en temps de guerre, 1917-1918. Ensuite, elle produit à nouveau de la poudre pour les obus en 1930-1940. Après, ça s'arrête. Un peu dans les années 50, 60, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie notamment. Bref, épisodiquement jusqu'à les années 90. Puis on va arrêter. Alors, d'autres entreprises utilisent les lieux, avec des produits dangereux, des vernis, des peintures. Et il y a 3 ans et demi, quand M. Poutine s'est invité en Ukraine, notre président, nos gouvernements réfléchis, se sont dit que ce serait peut-être bien en France de reproduire de la poudre, d'être autonome, et du coup elle a rouvert. Alors on a eu M. Macron 2 fois, on a eu tous les ministres un paquet de fois, ils nous ont fermé la ville 6-7 fois là en 2 ans, pour inaugurer tel parti. Il y a 400 employés, ils produisent 1800 tonnes de poudre, ça doit doubler, voire tripler dans les 2 années à venir. Si vous cherchez du travail, il doit encore y avoir quelques places. Et du coup, quand la navigation s'arrête, là on est dans les années 20, en 1926, la Dordogne est déclassée des VNF, des voies navigables de France. Donc on arrête l'entretien, on arrête les éclusiers, il n'y en a plus, c'est là que les écluses vont se fermer. En 1926, c'est une date qu'on retrouve sur beaucoup de cours d'eau dans le sud-ouest. Le Lot, le Tarn, l'Aveyron, c'est les mêmes dates à chaque fois. On abandonne le trafic fluvial. Et du coup, la nature est revenue, toute seule, très très vite. Surtout que les Périgordins, les habitants de la Dordogne, ont toujours protégé leurs cours d'eau. Parce que ça les faisait vivre économiquement, et parce qu'il y avait énormément de poissons migrateurs. Donc ceux qui vivaient pas loin de la Dordogne, mais ils ne connaissaient pas la famine. Il y avait toujours de quoi pêcher. Et en 2012, l'UNESCO a classé la Dordogne comme réserve de biosphère, toute la rivière.
Toutes les berges et tous ces affluents sont inscrits. C'est la deuxième réserve de biosphère en Europe, la plus grande de France. On a 24 000 km². Donc de la source au niveau du puits de Sancy jusqu'au bec d'Ambès, où la Dordogne rejoint la Garonne. Après, on a l'estuaire de Gironde, formé par nos deux fleuves, mais qui lui n'est pas classé. Donc le fait qu'on soit classé, ça explique qu'il y ait très peu d'aménagement. Là, en vrai, c'est encore la ville. Derrière, il y a des habitations. De l'autre côté aussi. On voit un petit portillon blanc, par exemple, à gauche. C'est quelqu'un qui habite derrière, qui s'est fait un petit accès. Attention, on est plus grand. Choisissez un côté. Surtout les départs. On passe sur votre gauche. Alors pour les canoës et paddles, il y a de quoi en louer à 6 km, à Creis, le village au sud. Et c'est quand on va trop dans les algues, oui. C'est pour ça qu'il y avait un bateau en métal juste en bas de l'île, là où on a payé. Il n'y en a pas pour l'instant. Il y en a eu en amont, en aval. Je suis baigné il y a 3 jours et j'ai réagi direct à ces trucs-là, donc voilà. Mais si vous voulez vous baigner dans la Dordogne, vérifiez juste sur Internet avant, l'ARS fait passer des messages. Évitez un endroit, toujours par contre près des barrages, forcément. Il y a les petits panneaux jaunes qui le disent, parce que quand ils ouvrent les vannes, il y a plus de courant à côté. Et du coup, beaucoup de poissons différents. Alors on a 40 espèces de poissons. 32, ce sont des poissons communs, les poissons blancs. Les brochets, les carpes, les gardons, les goujons. Tout ce qu'on connaît en eau douce sont là. Et on a 8 poissons migrateurs différents. Alors qu'est-ce que vous connaissez, tiens, en poisson migrateur ? Ouais, il y en a un que j'ai entendu, le plus connu, le saumon de l'Atlantique. Il y a sa cousine aussi, la truite de mer. On a quelque chose qui ressemble à du serpent. L'anguille, voilà. Il n'est pas migrateur, lui, je vais en parler après, mais il ne migre pas, lui. On a aussi de la lamproie. Alors ça, si vous regardez sur Internet, c'est très bon à manger, mais c'est très moche, c'est un peu une sangsue préhistorique. Et après, on a 2 espèces d'alose et de l'esturgeon. Et puis de lamproie, on a 2 espèces aussi, c'est pour ça qu'on monte à 8. Alors l'esturgeon, c'est la partie aval de la Dordogne. Alors ces poissons migrateurs, autrefois, il y en avait des millions. Ça, on l'a retrouvé dans les écrits, c'était quelque chose d'énorme. Ils en pêchaient beaucoup. Aujourd'hui, on en a pas encore tous. C'est la particularité de la Dordogne. On est les seuls avec la Garonne à avoir tous les migrateurs européens. Mais alors, les chiffres sont dérisoires. Il y a 2 ans, à Tuilière, ils en ont compté, là, au barrage, 2000 et quelques, des saumons, par exemple, seulement. Là où il y en avait des millions. Et parce qu'il y avait des barrages. Donc, on leur a mis les murs. Alors, les saumons, les truites, c'est pas bout de cas. Ça passe pas des murs de 20 mètres. Donc, les populations se sont effondrées. Pendant ce temps, on continuait d'en pêcher. En plus, désormais, il y a un problème au niveau des courants marins, parce que les poissons utilisent des courants marins pour retrouver le cours d'eau où ils sont nés et se reproduire. Sauf que les courants changent. Les lamproies, notamment, c'est quasiment une extinction critique. On surveille de près, mais bon. Et après, on a un super prédateur que le monsieur a cité, mais je vais aller vous le chercher en photo. Je vais boire une petite gorgée aussi. Un peu, hein. Et donc, le super prédateur, c'est le silure. Alors, celui-ci a été pêché dans le port il y a quelques années. On est à 2,25 m, 70 kg. C'est un cousin du poisson-chat. En plus gros. Et alors ça mange tout. Poisson, oiseaux, comme les pigeons, les canards, les bébés des oies. Ça peut attraper un chat, un petit chien qui se promène sur la berge. En fait, ça essaye de gober, d'avaler. Si ça passe dans la gorge, ça avale. Voilà, ça fait pas plus compliqué. Dans certains, on a retrouvé des briquets, des canettes de coca, des sacs plastiques. Voilà. Les records, on n'est pas loin des 3 mètres de long pour 130 kg. Donc ça grossit encore plus. Alors, selon les endroits, il n'a pas le même impact. Nous, on a une grande rivière. Les silures, ils se font un territoire. Du coup, la plupart des poissons, les poissons blancs comme j'appelle, ils ont de l'espace pour s'échapper. Sur eux, on a de la prédation, mais c'est pas colossal. Là où on a des soucis, c'est avec les poissons migrateurs. Justement, vu qu'on filme au barrage pour les compter, il y a 2 ans, on a découvert qu'entre mai et juillet, quand les migrateurs sont là, en train de remonter pour aller se reproduire, les silures abandonnent leur territoire, ils vont au pied des barrages, et ils attendent, la gueule ouverte, les saumons, les lamproies qui ne peuvent pas s'échapper. Et donc, ils font des carnages colossaux.
Et lui, il a des prédateurs? Non, il n'a pas de prédateur. Alors, ils peuvent se manger entre eux. Les gros peuvent manger les petits. Mais voilà, c'est tout. Son seul prédateur, c'est nous. Et en fait, pendant très longtemps, on n'en a pas mangé. Et là, depuis une dizaine d'années, ça commence à vraiment se développer. Hein. On a même des restaurants étoilés qu'on cuisine, mais pas les gros. Les gros comme ça, vous avez 10 cm de gras, ça vit 30-40 ans au fond de l'eau. Donc ils ont goût de vase. En plus, a priori, mais comme beaucoup de gros poissons, ils fixent les métaux lourds. Hein. Ceux qui sont cuisinés, c'est les jeunes, moins d'1 mètre, 3-4 ans maximum. Ils sont pas vaseux, ils sont pas gras, ils passent beaucoup mieux. Et alors, depuis 1 an, la Dordogne et la Garonne sont là aussi les premiers cours d'eau en France à avoir le droit de le réguler un peu. Juste dans la Dordogne, l'an dernier, ils en ont pêché 1500, qui n'ont pas été remis à l'eau. Ben, on les estime à une centaine par kilomètre hein, sur la Dordogne quand même. Hein. Alors c'est pas que des géants, on est bien d'accord, hein, mais il y en a partout. Et c'est partout, hein, il n'y a pas que la Dordogne, hein, toute la France en a. Hein. Ouais, pour ceux qui les ont pas vus en vol tout à l'heure, le martin pêcheur a une belle photo aussi ici. Quasiment à taille réelle du coup. On voit bien les couleurs vives. Enfin, très coloré, hein. C'est très joli le martin pêcheur. Alors, est-ce que certains ont des questions sur n'importe quel sujet hein, dont j'ai parlé ou pas? Mais moi j'en ai une pour vous alors. Cyrano de Bergerac. Vrai ou faux? Est-ce qu'elle a existé ou pas? Bon bah tout salaud ce qu'on dit faux parce qu'il a existé. Mais il n'est pas d'ici par contre. Pas du tout de Bergerac, pas de Dordogne. Parisien, banlieue parisienne on va dire, dans les Yvelines. Alors pour l'histoire, il y a eu 3 étapes. Pareil, je ne vous la fais pas en détail, sinon il nous faut au moins 1 heure. Hein, parce que c'est une histoire très riche. 14e siècle, pendant la guerre de 100 ans, l'armée française va remporter ici une bataille contre l'armée anglaise. Et il y a un soldat qui va s'illustrer par sa bravoure. Du coup, le cousin du roi va le récompenser en lui offrant un terrain, un domaine, près de Paris, en vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Et en mémoire de cette bataille, le soldat va l'appeler le domaine de Bergerac. Au XVIIe siècle, donc 300 ans après, le domaine a changé de propriétaire. C'est une dame qui le possède. Et chaque été, toute sa famille vient y passer des beaux jours, notamment ses neveux. Et parmi eux, il y avait un petit qui s'appelait Hercule Savinien de Cyrano. Et quand il devient grand, il veut devenir mousquetaire du roi, comme d'Artagnan. Il s'inscrit, il passe par les cadets gascons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut venir forcément de Gascogne, mais c'est vrai que beaucoup viennent d'ici. Du coup, il se dit, je vais me faire appeler Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, ça fera bien gascon. Et il devient mousquetaire. Alors, il ne va pas y faire toute sa carrière, hein. Il y est pendant 7-8 ans, parce que, il y a 2 raisons. Déjà, il a un caractère très fort, donc les ordres et lui, ça passe moyen. Et en plus, il va avoir 2 graves blessures, donc après la deuxième, il se dit, bon, je vais arrêter. À côté de ça, il va devenir écrivain. Il étudie le théâtre avec Molière, ils se sont inspirés l'un l'autre. Visionnaire, il écrit un livre, on est au 17e, hein, qui parle de voyager sur la Lune, bien avant Jules Verne. Philosophe, polémiste, il cherche des noix à Mazarin. Très intéressant. Ah ben là voilà, ça c'est gratuit, le petit coup de frais. On a enfin le vent qui permet d'en avoir un peu. Parce que tout l'après-midi, à chaque fois qu'on passait, il n'y avait rien. Je te laisserai essuyer les bancs hein, pour les prochains. C'est de la déco, uniquement décoratif. Et alors ce Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac va mourir dans des circonstances un peu similaires. Il va prendre une poutre sur la tête, volontaire, involontaire, on ne sait pas trop. 200 ans après, 19e siècle, une dame va visiter le domaine en question. Elle entend parler de ce monsieur. Elle en parle à son mari quand elle rentre chez elle. Il s'appelait Edmond Rostand. Et Edmond Rostand va s'inspirer du personnage réel pour créer sa pièce. Alors, il s'en inspire très, très, très fortement. Hein. Ça, on ne peut pas le nier.
Mais comme Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, il trouve ça très long, et bien il va couper en deux et il ne garde que ce qui nous intéresse ici, Cyrano de Bergerac. Mais comme disait un certain Richard, c'est vraiment de la pub à l'insu de notre plein gré. On en profite, hein, on vous a quand même mis 2 statues en ville, le quai Cyrano, l'étage Cyrano, il y a tout, mais il n'est jamais venu ici. Alors, je vois que le capitaine est déjà pris en manœuvre d'accostage et d'amarrage, donc j'accélère ma fin. Nous voici de retour dans le port. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade. Restez bien assis jusqu'à entendre la cloche. Quand Romaric sonnera la cloche, ça signifiera qu'on est bien amarré, que la gabarre va plus bouger et vous pouvez vous lever et débarquer. Excellente fin de journée à tout le monde. La coupe est trop courte.